Les hussards ailés étaient une formation de cavalerie lourde d'élite qui a servi la Pologne et la République des Deux Nations de 1503 à 1702. Leur nom venait des grandes ailes ornées de plumes qu'ils portaient dans le dos, conçues pour inspirer la peur et la confusion chez l'ennemi lors d'une charge. Ces redoutables cavaliers se sont révélés décisifs dans de nombreuses batailles, qui sont aujourd'hui considérées comme l'une des formations guerrières les plus efficaces de l'histoire. Ils vainquaient souvent des forces 3 à 5 fois supérieures en nombre. Pendant des générations, les hussards sont restés au sommet de la cavalerie polonaise, conservant leur statut d'élite jusqu'à leur dissolution officielle en 1776. Connus sur le champ de bataille sous le nom d'Anges de la Mort, ils ont joué un rôle crucial dans de nombreux conflits parmi les plus célèbres d'Europe. Après la fin de leur service militaire, les hussards survivants furent relégués à des fonctions cérémonielles, marquant la fin d'un chapitre extraordinaire de l'histoire militaire. Voici leur histoire. Le mot hussard trouve son origine dans le terme serbe gusar, qui signifie vagabond ou pillard. Les premiers hussards sont issus d'unités de mercenaires formées par des guerriers serbes exilés qui avaient fui l'expansion ottomane en Hongrie. Ces lanciers mercenaires serbes étaient fréquemment employés pour contrer la cavalerie ottomane rapide, gagnant une réputation de mobilité et de résilience. La première formation officielle de hussards en Pologne a été créée par décret du Parlement polonais en 1503. Initialement composé de mercenaires hongrois, le recrutement s'est rapidement élargi pour inclure des soldats polonais natifs. Plus légers que les lanciers lourdement armurés de la Renaissance, ces premiers hussards serbo-hongrois jouèrent un rôle relativement limité dans les succès militaires polonais du début du XVIe siècle, comme la victoire d'Orsza. Cependant, au milieu du XVIe siècle, période connue sous le nom de période de transition, les hussards lourds ont progressivement remplacé les lanciers traditionnels en armure montés sur des chevaux entièrement protégés. Le véritable hussard ailé apparut à la suite des réformes militaires introduites dans les années 1570 par le roi de Pologne et grand-duc de Lituanie Stéphane Batory. Leur développement atteignit son apogée sous la direction du roi Jean III. Ces hussards réformés devinrent la cavalerie d'élite de l'armée polonaise, réputée pour leur discipline, leur puissance de choc et leur efficacité sur le champ de bataille. Recrutés en grande partie parmi les rangs les plus aisés de la noblesse polonaise, les hussards ailés en vinrent à symboliser l'excellence martiale et le prestige de la République des Deux Nations. Lorsque Stéphane Batory fut élu roi de Pologne et plus tard reconnu comme grand-duc de Lituanie, en 1576, il entreprit de vastes réformes militaires. Parmi ces changements les plus importants figurait la réorganisation des hussards de la garde royale en une puissante formation de cavalerie lourde, armée principalement de la longue lance. Sous le règne de Batory, les hussards remplacèrent complètement les lanciers de style médiéval de l'armée de la couronne polonaise et devinrent l'épine dorsale des forces de cavalerie polonaises. Dans les années 1590, presque toutes les unités de hussards avaient été réorganisées selon ce nouveau modèle de cavalerie lourde. En plus de leurs lances, les hussards portaient une variété d'armes secondaires. Celles-ci comprenaient une longue épée d'estoc et le pic du cavalier, un marteau de guerre avec une pointe allongée conçu pour percer les épaisses armures de plate ou les côtes de mailles qu'un sabre standard ne pouvait pas transpercer. La plupart des hussards portaient également un sabre courbe, et beaucoup avaient une paire de pistolets. Leur armure était surmontée du casque caractéristique à queue de homard. Inspiré des modèles ottomans, ce casque présentait une découpe en forme de cœur au sommet, une protection segmentée pour la nuque maintenue par des rivets coulissants et une barre nasale réglable se terminant par une visière en forme de feuille. Le symbole le plus frappant des hussards était leurs ailes, de grands cadres emplumés qui devinrent leur emblème inimitable. Celles-ci étaient généralement fixées à la plaque dorsale de l'armure ou à la selle, plutôt qu'au casque lui-même, bien que certains modèles de casques du XVIIIe siècle comportaient de plus petites ailes en forme d'éventail montées directement sur le aume. L'armure des hussards se composait d'une cuirasse dorsale, de protège-épaules et de brassards avec des gantelets en fer. Remarquablement légère, elle pesait environ 15 kg.
Cette armure permettait aux hussards de rester rapides et agiles, ce qui permettait à leurs chevaux de galoper à pleine vitesse pendant de longues périodes. Les chevaux étaient tout aussi célèbres que leurs cavaliers. Élevés pour leur courage, leur endurance et leur résilience, les chevaux des hussards étaient capables de porter de lourdes charges à grande vitesse tout en récupérant rapidement. Ces animaux exceptionnels étaient des hybrides de races polonaises anciennes et de races orientales, souvent acquis auprès des tribus tatars. La bataille de Kilholm, qui s'est déroulée en 1605, était née d'une rivalité territoriale et dynastique féroce entre la couronne suédoise et la République des deux nations polono-lituaniennes. Au cœur de ce conflit se trouvait l'ambition de la Suède de dominer la mer Baltique, ainsi qu'une querelle acharnée pour le trône suédois. Alors que le roi Charles IX contestait la revendication de Sigismond III, le monarque polono-lituanien, ces tensions ont culminé dans une lutte pour le contrôle de la Livonie, une région d'une importance stratégique immense dans la Baltique orientale. Le 27 septembre de l'année 1605, les armées adverses se sont affrontées près de la petite ville de Kilholm. Le roi Charles IX commandait une force d'une supériorité numérique écrasante, près de 11 000 soldats soutenus par 11 canons. En revanche, la République des deux nations faisait face à de grandes difficultés. La couronne polonaise n'avait fourni ni fonds ni renforts, n'offrant que des promesses vides. L'armée, dirigée par le grand hetman de Lituanie, Jan Karol Chodkiewicz, était épuisée et manquait de ravitaillement, mais la confiance des soldats envers leur commandant ne faiblissait jamais. Chodkiewicz s'engagea à payer leur solde sur sa propre fortune, inspirant la loyauté et attirant des renforts de Lituanie. Au total, Chodkiewicz commandait à peine 3600 hommes, environ 1000 fantassins, 2600 cavaliers et seulement 5 canons. Bien qu'il fût largement en infériorité numérique, sa cavalerie était composée en grande partie de hussards ailés, superbement entraînés, des guerriers d'élite dont la discipline, le courage et la charge dévastatrice allaient bientôt dépasser toutes les attentes. Pendant des heures, Chodkiewicz provoqua habilement les Suédois avec des escarmouches de cavalerie légère, les incitant soigneusement à abandonner leur solide position défensive. Enfin, il ordonna une retraite simulée. Croyant la victoire à portée de main, l'armée suédoise avança en descendant la pente, étendant sa formation, tandis que l'infanterie resserrait les rangs et que la cavalerie se déplaçait pour protéger les flancs. C'était le moment qu'il attendait. Avec une force tonitruante, les hussards ailés, environ 1000 cavaliers chargèrent et percutèrent le flanc droit suédois, leurs longues lances transperçant les rangs ennemis et plongeant l'infanterie dans le chaos. En quelques minutes, la cavalerie suédoise sur les deux flancs s'effondra et battit en retraite, laissant l'infanterie centrale exposée. Les charges des hussards, combinées au feu de l'infanterie de la République, brisèrent la résistance suédoise. En moins d'une demi-heure, le sort du champ de bataille était scellé. La défaite de l'armée suédoise fut totale. Charles IX perdit au moins 5000 hommes et 500 furent capturés, tandis que la République ne compta guère plus de 100 morts et 200 blessés, bien que de nombreux chevaux de guerre précieux des hussards aient été perdus dans la férocité de la charge. Brisé et humilié, le roi suédois abandonna sa position et s'enfuit en Suède. Il abandonna le contrôle du nord de la Lettonie et de l'Estonie. La bataille de Klochino, qui s'est déroulée en 1610, demeure l'un des triomphes les plus étonnants de l'histoire militaire. Elle eut lieu pendant le temps des troubles en Russie, une période de chaos marquée par l'effondrement dynastique, des troubles civils et des interventions étrangères. Saisissant l'opportunité de la faiblesse de la Russie, la République des deux nations chercha à étendre son influence et à soutenir un prétendant au trône russe. Lorsque le tsar Vassili IV s'allia à la Suède pour se protéger contre les prétendants soutenus par les Polonais, le roi Sigismond III de Pologne répondit par une action militaire décisive, préparant ainsi le terrain pour un affrontement monumental. Les chances n'auraient pas pu être plus inégales. L'armée polono-lituanienne comptait à peine 6500 hommes, dont environ 5500, soit près de 80%, étaient les célèbres hussards ailés. Face à eux se dressait une force énorme,
Environ 30 000 soldats russes soutenus par quelques 5 000 mercenaires étrangers au service de la Russie. L'armée russe a déployé ses régiments de mercenaires étrangers sur le flanc droit, tandis que les principales forces russes occupèrent le centre et l'infanterie de gauche. Les piquiers et les mousquetaires étaient retranchés derrière les clôtures du village, avec la cavalerie positionnée à l'arrière le long des flancs. En revanche, l'armée polonaise comptait principalement sur la cavalerie, sa puissance de frappe étant concentrée dans les hussards ailés. La bataille commença avant l'aube. Vague après vague, les hussards ailés s'élancèrent en tonnerre, chargeant les positions fortifiées de l'infanterie russe. Bien que leurs premières attaques n'aient pas réussi à briser les lignes ennemies abritées derrière des barrières et des armes à feu, les hussards continuèrent sans relâche, leur discipline et leur détermination restant intactes malgré une fatigue croissante. Saisissant une opportunité, le commandant russe, Dimitri Zviesky, ordonna à sa cavalerie de contre-attaquer. Ce fut une erreur fatale. Après avoir tiré avec leurs pistolets, la cavalerie polonaise engagea un combat brutal au corps à corps, submergeant les cavaliers russes grâce à une habileté et une cohésion supérieures. Le flanc gauche russe s'effondra et la panique se propagea dans les rangs alors que les soldats fuyaient vers leur camp. Bientôt, le centre russe se désintégra, bien qu'une résistance acharnée se poursuivit sur les flancs, en particulier parmi les mercenaires étrangers. Au fur et à mesure que la bataille s'éternisait, l'infanterie et l'artillerie polonaise finirent par entrer en scène, forçant les troupes mercenaires à abandonner leur position. Bien que beaucoup se soient repliés en ordre discipliné derrière de longues piques jusqu'à leur camp fortifié, ils se retrouvèrent encerclés. À ce moment critique, le hetman Stanisław Żółkiewski fit preuve non seulement d'une brillante stratégie militaire, mais aussi d'une grande sagesse politique. En ouvrant des négociations, il réussit là où la force brute aurait pu échouer. Abandonnés par leurs alliés russes, les mercenaires étrangers acceptèrent de se rendre sous des conditions honorables. Ils furent autorisés à se retirer à condition de ne plus jamais servir le Tsarat de Russie contre la République, et beaucoup choisirent plutôt de rejoindre les rangs polono-lituaniens. La victoire à Klatchino fut totale et les défenses russes s'effondrèrent de façon dévastatrice. Le tsar Vassili IV fut déposé par les 7 boyards. Les forces polonaises entrèrent et occupèrent Moscou, marquant la crise la plus profonde du temps des troubles en Russie. Par-dessus tout, Klatchino a immortalisé les hussards ailés. Cela reste l'une des plus grandes victoires de cavalerie jamais enregistrées. La bataille de Khotyn eut lieu comme une contre-attaque décisive de la République des deux nations pour inverser les pertes humiliantes du traité de Bukach de l'année précédente, qui avait réduit la Pologne à l'état de vassal ottoman sous la direction de Jean Sobieski. La bataille fut une offensive stratégique visant à regagner le territoire perdu et l'honneur en profitant de l'épuisement ottoman. Après leur campagne de 1672 et la résolution des divisions politiques internes polonaises pour lancer une frappe unifiée et puissante, l'armée polono-lituanienne, comptant environ 30 000 soldats, avait assiégé la forteresse de Khotyn dans les premiers jours de novembre de l'année 1673. Le chef polono-lituanien profita du fait que le temps était glacial et que les Turcs étaient mal équipés et non préparés à de telles conditions météorologiques. Après une attaque nocturne des assiégeants sous un vent violent et un froid meurtrier pour les Turcs, à l'aube du 11 novembre, Sobieski mena personnellement ses troupes à l'assaut du camp turc. Après quoi les hussards se précipitèrent à travers les brèches des remparts. Les Turcs ripostèrent avec une contre-attaque de leur propre cavalerie, mais ils ne purent résister à la bravoure de la charge des hussards. Et bientôt, les combats s'intensifièrent à l'intérieur de la forteresse et du camp turc. Face à la panique qui s'emparait des troupes turques, Hüseyin Pacha ordonna une évacuation. Mais le pont qu'il tentait de traverser avait été endommagé par les tirs d'artillerie et s'effondra sous le poids des fuyards. Le reste des troupes turques tomba ou fut fait prisonnier. Les pertes polono-lituaniennes furent bien moindres et une forteresse fortement fortifiée avec d'importantes réserves de nourriture et de matériel de guerre fut capturée. La bataille de Khotyn s'est terminée par une victoire totale pour la République, mais elle n'a pas apporté de percée dans la guerre. La bataille de Vienne a été provoquée par l'objectif stratégique de l'Empire ottoman de capturer Vienne, la capitale du Saint-Empire romain germanique.
pour contrôler des routes commerciales vitales et s'étendre davantage en Europe. Répétant une tentative échouée de 1529, les Ottomans, dirigés par Kara Mustafa Pacha, ont lancé un siège massif. La bataille de Vienne en 1683 fut l'un des conflits les plus importants de l'histoire européenne. Elle a marqué un tournant décisif dans la lutte entre l'Empire ottoman et la coalition des États chrétiens. La bataille est surtout connue pour l'intervention spectaculaire du roi de Pologne, le roi Jan Sobieski, et la charge décisive des hussards ailés polonais. Une armée de coalition fut finalement formée, composée de troupes du Saint-Empire romain germanique, de Bavière, de Saxe et de Pologne. En Lituanie, le chef le plus important de cette force de secours était le roi Jean III Sobieski de Pologne, qui prit le commandement général grâce à son expérience et à son autorité. Du côté ottoman, Kara Mustafa commandait une armée nombreuse mais surmenée, concentrée principalement sur l'achèvement du siège plutôt que sur la préparation d'une grande bataille en rase campagne. Le moment décisif de la bataille arriva dans l'après-midi du 12 septembre, après des heures de combat entre les unités d'infanterie. Sobieski ordonna une charge massive de cavalerie depuis les collines, surplombant le champ de bataille, menant l'attaque avec les hussards ailés polonais. Soutenue par d'autres unités de cavalerie, cette charge, souvent décrite comme la plus grande charge de cavalerie de l'histoire, brisa les lignes ottomanes et provoqua leur effondrement. La défaite força les Ottomans à battre en retraite, mettant fin au siège de Vienne et marquant le début d'un long déclin de l'expansion ottomane en Europe. Pour la République des deux nations, la victoire a consolidé la réputation de Sobieski comme l'un des plus grands chefs militaires d'Europe. Les hussards ailés devinrent également encore plus légendaires, symbolisant le courage, l'élite du savoir-faire et la capacité de la cavalerie à décider de l'issue d'une bataille à un moment critique. La bataille de Vienne reste un exemple puissant de coopération entre les États européens et de l'impact durable d'un leadership décisif. Le rôle des hussards ailés dans la bataille leur a assuré une place dans l'histoire comme l'une des forces de cavalerie les plus célèbres et les plus efficaces à avoir jamais combattu sur un champ de bataille européen. La bataille de Klijów a eu lieu pendant la Grande Guerre du Nord, parce que le roi de Suède, Charles XII, cherchait une victoire décisive pour écraser les forces polono-saxonnes d'Auguste le Fort, qui visait à reprendre les territoires perdus. La bataille a eu lieu alors que les Suédois poursuivirent les Saxons en Pologne après leur victoire précédente dans le conflit. Charles XII voulait empêcher l'armée saxonne de s'échapper dans le Saint-Empire romain germanique, ce qui a mené à une confrontation. Pendant la bataille, Auguste II comptait fortement sur la cavalerie polono-lituanienne, en particulier les hussards, pour percer les lignes suédoises. Les hussards ont lancé plusieurs charges puissantes contre l'aile droite suédoise, remportant d'abord du succès en repoussant les unités de cavalerie suédoises. Leur vitesse, leur discipline et leur tactique de choc démontraient pourquoi les hussards avaient dominé les champs de bataille lors des décennies précédentes. Cependant, malgré leur efficacité, les hussards faisaient face à de nouveaux défis. Les formations d'infanterie suédoises, bien entraînées et soutenues par l'artillerie, étaient capables de résister aux charges de cavalerie grâce à des tirs de mousquets coordonnés et à des formations défensives. En conséquence, les hussards ne pouvaient pas exploiter pleinement leur percée et leur élan fut finalement stoppé. Cela reflétait la nature changeante de la guerre au début du XVIIIe siècle, où la puissance de feu de l'infanterie limitait de plus en plus la domination de la cavalerie lourde. Bien que les hussards polonais n'aient pas remporté la victoire, ils ont joué un rôle déterminant dans l'évolution de la bataille. Leurs attaques ont forcé l'armée suédoise à adopter une posture défensive et ont démontré que, même face à des armées modernisées, les hussards restaient une force redoutable. Une fois que les hussards ont été contraints de se replier et de se regrouper, le roi Charles XII a pris l'initiative. L'infanterie suédoise avançait régulièrement, tandis que leur cavalerie se réorganisait et contre-attaquait. L'infanterie saxonne au centre commença à fléchir sous la pression et la coordination entre la cavalerie polonaise et les Saxons. Les fantassins se sont effondrés alors que les forces suédoises continuaient d'avancer. Auguste II comprit que la bataille était perdue. L'armée polono-saxonne se retira du champ de bataille, laissant les Suédois maîtres du terrain.
Bien que les hussards se soient battus avec bravoure et aient montré leur force traditionnelle, la bataille a démontré que même la cavalerie lourde d'élite ne pouvait pas décider seule de l'issue d'une bataille face à une infanterie bien entraînée utilisant des tactiques modernes. Cette bataille a marqué la fin d'une ère pour les plus grands chevaliers d'Europe. Les anges de la mort furent effectivement rendus obsolètes par les nouvelles technologies et l'évolution des stratégies de guerre. Je tiens à adresser un immense merci à tous mes membres. Votre contribution est précieuse pour la continuité de la chaîne et je vous apprécie tous énormément. Un remerciement spécial à John Seitz et Stéphanie Hassan. J'espère que vous avez tous apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau portrait historique.